Un passage que j'espère ne pas trop massacrer et où j'ai évité autant que possible les mots anglais ou allemand, de peur d'être à la fois incompréhensible et comique, de Ce qui nous soulève, désirer désobéir, de Georges Didier Huberman aux éditions de Minuit, dans le chapitre Désirer, désobéir, faire violence. La pensée en ce domaine semble funambule, suspendue à un fil. Elle avance à peine, comme indéfiniment ralentie par le jeu du balancier entre la réponse politique à donner aux violences étatiques, cette réponse pourrait-elle jusqu'au bout demeurer non violente, et la mise en garde éthique à l'égard de toute violence en général. Arendt, en ce sens, insiste sur le fait que les apologistes de la violence politique, Georges Sorel, Wilfredo Pareto ou Frantz Fanon, étaient animés d'une haine profonde de la société bourgeoise, d'un refus de ses normes de moralité beaucoup plus radical que celui de la gauche classique. Il va de soi qu'une philosophie morale au sens classique ne saurait justifier la violence en tant que telle. Dans le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale dirigé par Monique Antos-Perberg, l'article « Violence », écrit par Giuliano Pontara, tentait de donner la condition d'adéquation normative d'une définition de la violence. Une définition adéquate du mot violence doit rendre plausible le jugement selon lequel un acte violent est un acte moralement négatif, comme si ce jugement précédait la définition elle-même. Et quoique la question de la légitimité de l'emploi de la violence dans telle ou telle situation conflictuelle reste posée. Voilà, semble-t-il, une bonne façon de n'avancer point entre l'abîme de l'éthique et l'abîme de la politique. Façon de rejeter la violence hors de l'interrogation morale, comme un geste par avance jugé négativement, bien sûr. Selon ce point de vue, il n'y aurait pour finir tout simplement pas d'éthique possible de la violence comme telle, comme si la disjonction entre éthique et politique nous poursuivait partout de ses effets de double bind négatifs. Il ne faut pas user de la violence, même quand il le faut. Je ne m'étonne pas que, dans cet article normatif, la leçon méthodologique de Benjamin, avec son interrogation sur la violence, soit passée sous silence. La critique de la violence est la philosophie de son histoire, et non pas la philosophie de sa morale, subspecie eternitatis. Il est significatif à cet égard que le dictionnaire d'éthique en question ne consacre d'article ni à la notion de refus, ni à celle de désobéissance, ni à celle de révolte, et encore moins, si c'était possible, à celle de soulèvement. Il y a pourtant bien une désobéissance éthique, depuis celle de Socrate ou de Thoreau, jusqu'à celle dont Elizabeth Westman, par exemple, a étudié l'histoire récente à propos de la résistance dans les services publics de l'État français. Il y a bien entre mille autres exemples possibles l'émergence de nouvelles politiques de la désobéissance civile analysées depuis des années par la revue Multitude. Il y a le rhizomatique atlas des formes contemporaines du soulèvement, ces constellations ou trajectoires révolutionnaires du jeune XXIe siècle, publié par le collectif Mauvaise Troupe en 2014. De la Palestine à la Chine, du Larzac à Gênes, de l'autonomie italienne à l'occupation des banques, sans oublier le rôle des hackers et de la désobéissance civile électronique dont le Critical Art Ensemble aura donné un bon exemple dans les années 1994-1996. La liste est sans fin, heureusement ou malheureusement. On ne refuse, on ne désobéit, on ne se révolte, on ne se soulève pas sans violence, à quelque degré que ce soit.
Toute la question est de savoir comment, dans chaque cas, en critiquer, ce qui ne veut pas dire en juger par avance, la pratique dans l'histoire, ainsi que Walter Benjamin nous l'aura proposé comme tâche philosophique. Il y aurait donc un chemin possible entre l'éthique du droit de se révolter contre le droit lui-même, selon H.D. Thoreau, et la politique du « on a le droit de se révolter », selon la fameuse formule de Jean-Paul Sartre. Or, on ne se révolte que rarement sans violence. Se soulever, on le sait bien, c'est souvent violence à la violence, comme l'anarchiste allemand Ernst Friedrich avait pu dans les années 1920 publier son ouvrage « Guerre à la guerre », ou comme avant lui, Auguste Blanqui en avait appelé à une guerre au capital dans ses instructions pour une prise d'armes en 1868. Il est néanmoins nécessaire d'analyser comment les pratiques de la violence auront pu amener certains groupes révolutionnaires, tels la fraction armée rouge en Allemagne, les brigades rouges en Italie, Action directe en France, ou encore l'armée rouge japonaise, à un fonctionnement sectaire et une totale décontextualisation politique populaire que voudrait compenser la spectacularisation des actions, comme le remarque Isabelle Sommier dans son étude sur la violence révolutionnaire contemporaine. En même temps, comment ne pas se souvenir du tract de Libération, note de Libération de groupe au moment de la résistance en France, quand il en appelle si clairement, comme le plus sage de ses devoirs, à saboter l'exécution de la loi allemande par tous les moyens. Défendre ses droits, ou les droits d'autrui, voilà en effet le plus sage des devoirs éthiques, même s'il nous oblige à enfreindre un droit existant, mais inique. Mais voilà qui peut aussi exiger de facto l'exercice de violences politiques, fût-elle de légitime défense. On sait que l'éthique et la morale sont aujourd'hui problématisées au cœur des sciences humaines, qu'il s'agisse d'histoire ou d'économie, d'ethnologie ou de sociologie, comme en atteste une récente anthropologie dirigée par les deux anthropologues Didier Fassin et Samuel Lézé. Reconnaître au désir une position fondatrice dans toute transindividualité, comme toute une tradition spinoziste puis hégélienne le soutiennent jusqu'à la psychanalyse et au-delà, cela ne va plus sans y connaître aussi une puissance éthique. Se soulever, dit en substance Bernard Aspe, nous porte vers un renversement des valeurs qui lui-même oblige à considérer l'élément éthique où se jouent les capacités du changement de chacun. C'est alors que la puissance du désir trouve son lieu d'expression ou d'expansion, dans le pont qu'elle jette entre la dimension de la pensée, de la parole et celle de l'acte politique en tant que tel. Antigone serait l'héroïne tragique, il va s'en venir, de ce renversement, de ce soulèvement, de ce pont dangereusement lancé entre les deux rives de la vie transindividuelle. Son acte politique consiste à suivre l'impulsion souveraine d'une puissance éthique, qui est proprement justice. Mais elle contrevient, comme on sait. Elle désobéit, elle s'oppose, et en un sens fait violence à l'interdit et à la violence propre du droit en cours dans la cité. Hegel a bien vu dans la phénoménologie de l'esprit combien ce point de renversement ou de soulèvement nous parlait du conflit fondamental entre loi humaine, le droit civique incarné par Créon, et loi divine, le droit sacré d'inhumer à mort, ou bien, dit encore Hegel, entre le gouvernement comme puissance négative et le rapport éthique de l'homme et de la femme qu'incarne si bien la relation sans mélange entre le frère et la sœur dans la tragédie de Sophocle. Il reviendra à Hölderlin, dans sa traduction excentrique d'Antigone, de produire au cœur même de la tradition cette césure du spéculatif,
dont Philippe Lacoue-Labarthe a si bien parlé. Un soulèvement moderne de la tragédie antique, si l'on peut dire. Les soulèvements modernes, d'ailleurs, ont fini par changer d'espace, donc de temporalité. Nous ne sommes plus dans le petit bourg de Thèbes, mais dans les grandes métropoles de la révolution industrielle. Bientôt dans l'espace et le temps bizarre, indifférenciés du postmodernisme et du néo-capitalisme. Lutte des classes, puis, se dit-on quelquefois, lutte sans classe. Les penseurs marxistes contemporains s'interrogent là-dessus, tels Immanuel Wallerstein ou Étienne Balibar. Comment dès lors repenser les mouvements par lesquels une puissance éthique est susceptible de convoquer un acte politique? Balibar, ne nous en étonnons pas, va situer le problème au plan justement de la violence. Comment donc penser ce qui noue la civilité, comme il l'appelle, avec la guerre civile omniprésente? Quel lien établir entre justice, droit, exception, guerre et révolution? Autant de questions posées par Balibar en ouverture de son recueil Violence et civilité. C'est un long passage que je saute parce que ça devient vraiment trop long, qui est beau. Il faudrait que vous alliez lire. Et après avoir demandé que me soit pardonné et compris mes difficultés à prononcer n'importe quel mot, un tant soit peu philosophique ou compliqué, je reprends. Les sociétés bourgeoises occidentales semblent en effet parler d'une seule voix pour condamner toute violence. On se scandalise donc que soit déchirée la chemise blanche du directeur des ressources humaines d'une entreprise qui par ailleurs jette d'un coup quelques centaines de ses employés dans le chômage pour les années à venir. Il revient donc à la classe opprimée, dans ce cas les travailleurs brutalement mis à la rue, de contester l'institution quand elle s'approprie, en plus des moyens de production, le monopole de la violence, plus au mépris de toute justice morale et sociale. Comment dès lors ne pas s'y opposer à travers la figure extralégale, donc révolutionnaire, d'une violence de soulèvement? Étienne Balibar en convient, nous devons nous référer aussi à l'idée d'insurrection, ou même d'insurrection permanente au sens le plus large. Idée qui suppose également de ne point oublier la dimension intime des soulèvements.